d'aujourd'hui. Merci à Monsieur Didier Cressot et Emmanuel Oudu d'être connectés en cette période de confinement. Ce webinaire a pour but de présenter le retour d'expérience de l'Office de l'habitat de Puteaux sur la digitalisation de son entreprise et de la gestion patrimoniale des logements sociaux. Monsieur Cressot, pouvez-vous vous présenter et présenter l'OPH de Puteaux? Bien, bonjour à toutes et tous pour commencer, et permettez-moi de vous remercier d'être présent dans cette période si particulière et de vous adresser mes pensées toutes spéciales ainsi qu'évidemment mes vœux et mes recommandations, hein, de bien vous protéger, de prendre soin de vous ainsi que de vos équipes, comme j'imagine vous en avez comme ici sur le terrain, que ce soit ici les gardiens, les hommes d'entretien, les hommes de cour, mais plus globalement les techniciens également, qui interviennent pour maintenir nos bâtiments en état de fonctionnement sécurisé. Évidemment, nous ne traitons pas des choses, j'allais dire, optionnelles, ou de la peinture ou de la prise de courant, mais bien évidemment du chauffage, de l'électricité, enfin de tout ce qui contribue à un bon fonctionnement sécurisé de nos résidences. Je voulais vous dire combien je suis extrêmement flatté d'avoir été désigné, hein, pour ce webinaire sur le retour d'expérience sur l'OHP de Puteaux à travers notamment le partenariat avec Auxand. Et je tiens en tout début de présentation tout d'abord à vous exprimer que un partenariat ou en tout cas une solution numérique, comme j'ai coutume de le dire avec mes partenaires, ça n'est pas un logiciel de comptabilité qu'on achète sur un rayon de supermarché et qu'on installe et qui je dirais, déploie tout seul. C'est évidemment un partenariat, et il ne suffit pas d'adresser un bon de commande à un partenaire et d'avoir avec lui des relations de type marché public, c'est-à-dire vous êtes en retard, voici les indemnités, etc. Vous me devez, j'ai pas eu, c'est pas les bons délais, mais c'est bien un partenariat constructif dans lequel une relation de confiance, une relation d'échange et de co-construction doit s'installer. Et pour le commanditaire public que nous sommes, hein, le bon réflexe, c'est évidemment de comprendre la manière dont a de fonctionner ce partenaire, la manière dont il a d'appréhender notre propre organisation, et de ne pas lui imposer une vision qui ne serait d'ailleurs peut-être pas la plus optimum dans le cadre d'un changement, j'allais dire d'une rupture, comme j'ai plaisir à aussi le nommer, lorsqu'on conduit le changement dans une entreprise comme celle de Puteaux. C'est très important et fondamental, et il faut savoir être là pour son partenaire, comme il saura d'ailleurs l'être dans des moments hors contrat ou hors mission, pour parfois partager nos axes stratégiques, parfois les affiner, et parfois nous aider à mettre concrètement en place, ou nous aider à faire prendre les décisions à notre gouvernance sur la base de son expérience et de sa capacité à présenter des choses sous un angle que nous n'avons plus peut-être la possibilité de le faire, faute d'être parfois trop collé sur le terrain et plus assez détaché pour avoir un regard un peu global. Et c'est précisément dans cette démarche-là que la solution Simeo et j'allais dire les solutions Simeo que nous avons souhaité pouvoir développer à l'OHP, les trois solutions, ont trouvé en tout cas à travers la société Auxand et en premier lieu son directeur général Rémi Jacquier, mais également tous ses collaborateurs, Emmanuel Oudu qui est présent dans l'entreprise quasiment tous les jours, sauf en ce moment évidemment, et puis tous les collaborateurs, Clara Massé et d'autres qui contribuent au développement de la solution personnalisée pour l'OHP. On a trouvé effectivement tout à fait cet état d'esprit qui est le mien, de ce partenariat constructif qui permet de mieux comprendre, j'allais dire, les difficultés de l'OHP, ses attentes, et parfois, même si c'est avec un sourire plein d'expérience, j'allais dire une forme de regard bienveillant sur le niveau d'expérience des équipes de l'OHP, dont je vais vous faire une petite présentation dans l'instant qui suit. Je tenais simplement à vous signaler que derrière moi, et pour que vous puissiez comprendre le contexte,
et du coup, je passe sur la présentation. Vous avez une photo qui a été prise sur le toit d'une de mes résidences qui se situe sur le rond-point des Bergères, le fameux rond-point qui sépare Nanterre, plutôt Rueil-Malmaison, et qui est traversé par la 913, qui, vous le voyez derrière moi, se jette sous la Défense, puisque vous voyez les quatre temps qui traversent cette 913, et de part et d'autre, vous avez en rouge et blanc brique des années 1950-1960 la résidence Lorieux, qui est ma plus grosse résidence, et de l'autre côté, vous avez la résidence Moissan et un bout de la résidence Carré-Vert qui se situe à la limite entre Puteaux et Nanterre, vers les Tourailleaux, ce qu'on appelle le quartier Picasso, pour ceux qui connaissent le contexte. Je le cite parce que souvent on pense qu'on est enfermé dans son territoire, mais nos résidences sont parfois séparées d'une route, et elles n'ont pas du tout les mêmes gestions, elles n'ont pas du tout le même état, et elles ne sont parfois pas habitées par les mêmes populations, ce qui peut créer aussi d'autres aspects de gestion matérielle. Je ne citerai pas l'incendie du parking Carré-Vert qui nous a frappé il y a 2 ans, et pour lequel je reviendrai d'ailleurs si il y a 2 ans nous avions eu Siméo Patrimoine, c'est que nous avons été obligés de lancer tout un tas d'études de structure, d'études techniques et d'études de sécurité qui nous ont reconstitué le passé. Et si nous avions eu à l'époque, d'ailleurs, Siméo Patrimoine, nous aurions eu évidemment en un instant T, ou j'allais dire presque en un clic d'ordinateur, toutes les données techniques et tout l'état du patrimoine coté de ce parking, sans avoir à développer tout ce travail de remémoration technique et scientifique qu'on a été obligé de faire des mois et des mois avant de pouvoir se lancer dans la reconstruction du parking. Je ferme la parenthèse, mais ça vaut quand même sa mention. C'est un épisode qui n'a pas été anodin pour nous, et nous n'avions pas, évidemment, de solution de gestion patrimoniale active à l'époque, et vous verrez dans le déroulé de la présentation combien la mémoire est une mémoire humaine. Il est assez maintenant courant, et Emmanuel Oudul pourra l'attester, de dire que cette mémoire, elle se transmet soit de la bouche à l'oreille, soit d'un technicien à un autre, soit à travers une multitude de fichiers papier qui sont disséminés dans toute l'entreprise. Et pour l'anecdote, et c'est dans la vidéo, je le dis, on n'a tellement pas de mémoire parce qu'il y a un turnover dans l'entreprise aussi qui est important. Hein. Je suis le 5e directeur général en 6 ans, et je compte 4 ans de service à moi seul. J'ai connu 3 DRH, j'ai connu 2 DIRFI et j'ai connu 3 DST. Autant vous dire que lorsqu'on n'a pas un outil de mémoire fiabilisé sur l'état de notre patrimoine, la trace des travaux de la rénovation qu'on a fait, lorsqu'un cadre part, il part avec la mémoire, et nous passons à travers les mailles d'un filet de sécurité, de rénovation de patrimoine ou même de travaux, puisque nous avons été capables de refaire en moins de 4 ans 2 fois la toiture d'une très grosse résidence qui est sur la vidéo d'ailleurs, qui est au 4 Carteaux, en face du 29 Carteaux, ce qui nous a quand même fait gaspiller à peu près 250 000 euros. Voilà le fruit de l'histoire, en tout cas, de cette entreprise, qui est donc, comme vous l'avez vu, dans un milieu, vous l'avez derrière moi, extrêmement dense. Hein. Plutôt, c'est 300 hectares, dont plus d'une centaine pour la défense, et c'est 45 000 habitants sur donc 200 hectares, et c'est une densité extrêmement importante, puisque je loge un quart de la population à travers 29 résidences, c'est-à-dire 5 200 logements qui sont à peu près dans l'état de la photo que vous avez. J'ai les deux, cette image est importante puisque j'ai les 2 types de résidences dont j'ai à m'occuper, plus la moitié de ces résidences que vous retrouverez d'ailleurs typiquement dans la vidéo de présentation, puisque la moitié de mes logements et de mes résidences a été construite avant la guerre, et la plus ancienne a été construite en 1929. À l'époque d'ailleurs où il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de point d'eau, et il y avait un lavoir, un bain-douche lavoir, qui est devenu aujourd'hui au rez-de-chaussée les services techniques,
et sur le premier étage, une résidence spécialisée que nous avons confiée à un établissement pour personnes handicapées, où nous logeons 10 personnes en situation de travail adapté à travers un ESAT, hein, pour faire simple. C'est aussi une des démarches que nous avons voulu mettre en place pour pouvoir répondre à toutes nos obligations en matière d'accueil des populations. L'OPH, comme vous pouvez le lire, c'est 160 employés qui, d'ailleurs, pour le gros d'entre eux, se décomposent en 60 personnes. Nous avons un service entretien direct. Donc, il y a 60 femmes et hommes de ménage et hommes de cour, et il y a 35 gardiens, ce qui fait que le gros des équipes sont des équipes de terrain, qui sont d'ailleurs actifs hein, aujourd'hui, pour la moitié des gardiens et pour une grosse partie des équipes de nettoyage, puisque nous avons activé le principe de désinfection des halls et des mobiliers urbains dans les résidences avec les produits que vous avez dû voir à travers les médias nationaux, notamment les produits avec de l'eau de Javel ou du chlore, avec des choses qui sont effectivement extrêmement désinfectantes. Ça a une autre vertu excusez-moi, dans cette période, c'est que ça va rassurer également les locataires sur le fait que, j'allais dire, le virus ne court pas aussi librement qu'ils peuvent le penser et qu'on est bien présent dans un moment où on les confine chez eux et où on a très peu de rapports, j'allais dire, humains, si ce n'est les 2 heures de gardien et encore avec beaucoup de précautions. Donc, comme l'a dit Clara Massé, je suis Didier Cressot, le directeur général de l'OPH de Puteaux qui est devenu l'OHP. C'est une des autres ruptures que nous avons engagées pour pouvoir moderniser cette vieille dame qui est née en 1914, à l'époque où d'ailleurs beaucoup d'OPH sont nés, et qui a construit donc la moitié de son patrimoine avec ces résidences qu'on connaît tous dans la bordure parisienne, faites de pierres de meulière, hein, voire des pierres des anciennes carrières de la ceinture de Paris, et puis des compléments de briques. Autant vous dire que les performances énergétiques, le confort acoustique ou même le confort, même en termes d'humidité et de ventilation, est absolument pas au rendez-vous des normes qu'on peut connaître aujourd'hui dans les résidences qui ont été construites à partir des années 70 notamment. J'en ai quelques-unes. Ma dernière résidence ayant été construite en 1999 pour 80 logements. Par ailleurs, présente sur la dalle de la Défense, ce qui en fait une spécificité qu'on partage avec Courbevoie, puisque Courbevoie aussi a un immeuble de logement social qui a le pied sur la dalle de la Défense. C'est assez anecdotique, mais ça mérite quand même de montrer le cadre dans lequel notre logement social se situe. Cette vieille dame, l'OPH de Puteaux, a des habitudes de travail, avait des habitudes de travail d'il y a une trentaine d'années, lorsque la plupart du personnel a été recruté sur ces missions avec la gouvernance du précédent maire, Charles C. Caldireno, qui avait installé son organisation et qui d'ailleurs en était le président. Les personnes, la moyenne d'âge, pour vous situer un petit peu le contexte hein, avec lequel conduire le changement et ce changement par un certain nombre de ruptures envisagées, la moyenne d'âge des agents de l'OPH se situe exactement au mien, comme ça il n'y a plus de secret pour personne, c'est-à-dire 55,4 ans. C'est vous dire si j'ai un personnel qui a des années je dirais, de pratique et qui, depuis 30 ans, pratique à peu près les mêmes méthodes. Je citerai le tout papier, je l'ai déjà cité, le tout papier qui d'ailleurs est parfois photocopié dans à peu près 3 ou 4 services différents. Nous avons initié évidemment une GED avec un chargé de mission et autant vous dire que cette première révolution numérique a beaucoup de mal à prendre sa vitesse de croisière et à trouver, je dirais, les utilisateurs. On est encore très attaché donc au papier et pour revenir sur des sujets majeurs au cœur de la troisième solution Simeo, c'est-à-dire Simeo Hubs, je signe en parapheur à peu près 11 à 12 000 ordres de service émis pour toute forme de dépense. Alors,
pour ceux qui n'auraient pas en tête les règles de comptabilité publique, l'ordre de service, c'est-à-dire l'engagement financier, doit être précédent l'engagement juridique en termes de comptabilité publique, tout simplement pour que le comptable public puisse avoir une lisibilité sur les réserves que nous prenons en termes de dépenses attendues. Cependant, entre l'ordre de service initial, et donc j'en signe, tous les soirs, j'ai des chariots de parapheurs, j'en signe 11 à 12 000 tous les ans, c'est sans compter les ordres de service rectificatifs, puisque lorsque la facture arrive, il est très rare qu'elle soit à la hauteur de l'enveloppe que nous avons réservée. Un des enjeux majeurs, notamment de Simeo Hubs, c'est d'automatiser le bon de commande et de le rendre juridiquement et financièrement vivant, valable, pour l'opposer d'une part dans les marchés publics à tous les bailleurs ou à tous les attributaires de marchés publics, mais également à la trésorerie alors municipale pour les 6 mois qui nous restent, et puis demain, j'allais dire, à la trésorerie ou en tout cas au service financier des entreprises et à notre commissaire aux comptes, puisque les OPH passent en comptabilité privée au 1er janvier 2021, nous avons un enjeu majeur qui sera donc une délégation de signature du directeur général par l'automatisation d'une commande qui part à travers un ticket directement chez le fournisseur, et donc la suppression pour des sommes que nous envisagerons sous un certain seuil. L'ordre de service médian chez nous est de 264 euros. Donc vous imaginez que 6 000 ordres de service sont inférieurs à 264 euros et 6 000 sont supérieurs, et que pour la majeure partie de ceux qui sont supérieurs, l'ordre de service se monte à 850 euros environ. C'est vous dire le gâchis d'heures d'assistantes qui, évidemment, prépare, édite et attribue un numéro de compte à cet ordre de service. Le gâchis de techniciens qui vont vérifier le gâchis de papier édité qui circule par le service comptabilité et le gâchis de temps du directeur général qui, de toute façon, n'a pas moyen de vérifier dans le centime près les sommes qu'on lui fait viser à travers ces ordres de service, qu'on appelle ordres de service, qui sont en réalité les engagements comptables de la comptabilité publique. Et on envisage en termes de gain de temps et en termes évidemment de rapidité, parce que je viens de vous décrire un circuit qui prend au moins une semaine avant d'être finalisé, signé, puis envoyé à l'entreprise qui attend l'ordre de service avant d'intervenir. Eh bien voilà un processus et un enjeu stratégique de l'entreprise, c'est de fluidifier le workflow à la fois des commandes et des engagements financiers pour pouvoir le rapprocher ensuite avec Chorus lorsque ce workflow pourra, je dirais légalement, venir compléter celui des factures dématérialisées. C'est, je le dis, peut-être pas dans l'ordre de ma présentation, mais voilà un des enjeux de cette dématérialisation et de cette rupture digitale qui va nous conduire, du coup, peut-être à retrouver des ETP d'assistantes, puisqu'elles sont 4, avec les 4 techniciens qui passent leur journée à faire des ordres de service, comme je vous le disais. Et nous allons pouvoir finalement redégager des ressources avec tout ce système de gestion digitale qui vont nous permettre finalement de réaffecter les personnes dans des secteurs où on en a besoin. Je pense notamment au secteur contentieux et au recouvrement, puisque le Trésor public nous quittant, il va falloir qu'on retrouve un service comptabilité avec 4 personnes de plus, et un service recouvrement et impayé avec vraisemblablement 2 personnes de plus, ce qui fait que le passage en comptabilité privée, c'est plus 6. Et l'enjeu de cette digitalisation de l'ordre de service, avec évidemment un peu de délégation à celui qui va créer et valider le ticket, c'est celui de retrouver des ressources et de supprimer une grande partie du papier. Monsieur Cresso, oui. Merci pour toutes ces informations. Du coup, en constatant vraiment qu'il y a un besoin de rupture digitale et des logements d'attente de l'avant-guerre, pouvez-vous préciser pourquoi vous avez eu besoin de faire appel à Auxand? Alors oui, la stratégie d'Auxand, d'abord, s'est placée dans une démarche de recherche active d'un produit répondant complètement à, j'allais dire, ce constat d'un manque de vision sur l'état général du patrimoine.
On a tous un logiciel financier, c'est parfait. On a tous des dossiers, c'est parfait. Ça ne nous renseigne pas de manière générale et précise sur l'état réel du patrimoine que nous avons. Et tout comme je vous disais, avoir été capable de refaire 2 fois la même toiture, je suis aussi capable d'intervenir parfois plus d'une dizaine de fois dans des logements sans avoir la possibilité, sauf à fouiller dans ces fameux ordres de service, ce qui prend énormément de temps. Je suis capable d'intervenir 3 ou 4 fois chez le même locataire pour aller lui réparer ou intervenir un certain nombre de choses qui, parfois d'ailleurs, ne répondent pas des obligations du propriétaire. Mais plus globalement, ma recherche sur un outil de cette dimension-là, en tout cas de cette puissance-là, de ce potentiel-là, c'était de pouvoir répondre aussi à une absolue nécessité d'anticipation et d'arbitrage sur un certain nombre de mes investissements, puisque si l'OPH de Puteaux n'a pas, j'allais dire aujourd'hui, de problème de trésorerie ni de besoin de fonds de roulement, il est sans doute un des derniers OPH qui a pu vivre relativement facilement sur, j'allais dire, sa bonne gestion des années précédentes, puisque nous avons encore en trésorerie sur un livret A placé 14 millions. Nous avons puisé évidemment pour financer nos rénovations dans ce livret A, mais aujourd'hui, on arrive avec un modèle économique qui est au bout, je dirais, de sa vie, puisque par ailleurs, le logement social à Puteaux est d'une extrêmement haute qualité. On intervient également très loin dans les travaux locatifs, et pour autant, depuis près de 20 ans, les loyers n'ont quasiment pas été augmentés. La plupart du temps, les augmentations autorisées par la loi de finances n'étaient pas saisies. Et par ailleurs, lorsqu'on fait une petite comparaison avec la moyenne du logement social en France, pour les logements conventionnés, le Puteaux a 3 000 logements conventionnés sur les 5 200. Nous sommes environ à 4 € du mètre carré. Et pour les logements non conventionnés, nous sommes à 8 € à peine du mètre carré. Autant vous dire que j'offre là à la population un logement social sans doute un des moins chers de France. Et nous avons pu constater sur les 10 dernières années que la perte en termes de ressources, puisque nous ne réévaluons pas non plus, comme on peut le faire chaque fois qu'il y a une libération des appartements, est estimée à plus de 3 millions d'euros par an depuis 10 ans, ce qui a, au fil des années et sur la pente, montré que notre capacité d'autofinancement commençait à avoir une pente qui dessinait en tout cas l'effet ciseau, c'est-à-dire que les recettes réelles issues des loyers, si on ne faisait rien, seraient sans doute en dessous des dépenses d'exploitation auxquelles nous devons faire face. Et d'ailleurs, aujourd'hui, depuis 2 ans, nous sommes à peine à 4% d'autofinancement. Pour les spécialistes, ça explique quand même que nous sommes dans une situation tendue si nous ne faisons rien. La raison de mon recrutement, puisque je viens de la maison d'en face, puisque la mairie de Puteaux est située juste en face de l'OPH, a été effectivement, je dirais, de conduire le changement organisationnel, financier et stratégique dans cette entreprise qui, comme je vous le disais, est une vieille dame qui n'a pas bougé depuis 30 ans, dans ses méthodes comme dans son approche du locataire ou du service qu'on lui doit. Pour ça, après un audit d'organisation, en tout cas dans mes précédentes expériences, notamment en mairie de Puteaux, où j'étais DGA ressources, hein, tout ce qui est finance, RH, marché public, j'en passe, et des meilleurs, tout ce qui sont les services support. J'ai conduit d'autres changements avec une certitude, c'est que vous n'apportez pas le changement si vous n'engagez pas ou n'additionnez pas un certain nombre de ruptures. Les ruptures sont généralement au nombre de 4, et j'allais dire, et c'est une définition qui m'appartient, hein, mais lorsqu'on met une stratégie d'entreprise qui est nouvelle et qui effectivement vient percuter les habitudes de travail et qui du coup fixe des objectifs, fixe effectivement des trames de lignes directrices pour arriver à un point donné, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une vision et la partager
avec la gouvernance, hein, pour faire simple, avec le maire de Puteaux, qui est la présidente de l'OPH, il faut arriver avec un certain nombre de ruptures. Dans les ruptures que j'ai mis en place, il y a la rupture d'image. C'est pour ça qu'on est passé de l'OPH à l'OHP avec le logo que vous connaissez aujourd'hui. Ça paraît anecdotique, mais ça nous a permis, à travers un séminaire, de bien définir les 4 axes qui étaient les nôtres et les axes stratégiques qui étaient professionnaliser les gardiens, et vous allez comprendre pourquoi, puisque Simeo, notamment Hubs, trouve dans les gardiens les principaux acteurs. Donc professionnaliser les gardiens et leur redonner la place centrale qu'ils avaient perdue. Ensuite, entrer dans une démarche client et bâtir ce qu'on appelle la qualité du parcours locataire. Pour ça, il a fallu évidemment agiter une rupture bâtimentaire, c'est-à-dire que j'ai cassé les locaux d'en bas, pour faire simple, en bas, c'est l'accueil, hein, qui était un peu sur le modèle des guichets SNCF ou sécurité sociale des années 60, c'est-à-dire des box cloisonnés, avec des services cloisonnés aussi, peu de transversalité, pas de transparence, des gens qui s'enferment dans leur bureau. Et donc, j'ai tout simplement ouvert et rendu transparent des cloisons, et j'ai rendu des grands espaces avec évidemment tout le déploiement aussi des petits outils de ticketing. Alors le ticketing file d'attente, hein, avec la traçabilité de pourquoi on vient et le numéro qui s'affiche sur un écran pour être reçu, de la mise en place des rendez-vous qu'on peut prendre à l'avance, évidemment, et tout ceci, donc ce que j'appelle la mise en place d'un parcours locataire, en tout cas avec la qualité du parcours locataire. Le troisième axe, qui semble anecdotique, c'était créer des nouvelles valeurs d'entreprise pour pouvoir créer vraiment une véritable culture d'entreprise, une nouvelle culture d'entreprise. Et puis le dernier axe, et c'est celui qui nous intéresse, il va faire sourire sans doute tout le monde, mais le temps qu'on y arrive, tout le monde y sera arrivé en même temps que nous, c'était OHP 3.0, puisque nous partions du quasiment rien informatique, à part Outlook. Donc effectivement, hein, Outlook fonctionnait et fonctionnait comme, j'allais dire aujourd'hui, on peut constater que fonctionne un outil de boîte mail, c'est-à-dire que 80% de mes mails que je reçois ou que mes collaborateurs émettent ne servent à rien, si ce n'est à montrer qu'ils travaillent ou à se protéger. C'est un phénomène bien connu dans l'utilisation des mails, particulièrement dans l'administration publique, c'est qu'on arrose plus de partenaires qu'il n'en faut et on n'utilise pas le mail pour transmettre des éléments techniques ou valider des choses discutées. On arrose de mails pour montrer qu'on a fait quelque chose. Il y a là sans doute d'ailleurs des peurs ou des craintes qu'il va falloir rassurer avec notamment les outils qu'on va développer. Et donc, OHP 3.0 était une vraie stratégie, tout simplement. L'axe peut faire sourire, mais quelque part, il montrait un engagement extrêmement fort dans cette rupture digitale, j'allais dire, voir cette révolution numérique, puisque nous partions de très loin, avec des habitudes papier, avec des habitudes où personne se parle, avec des gens qui n'ont pas l'habitude de, j'allais dire, d'avoir les bons réflexes en matière de digitalisation. Et c'est ce qui m'a conduit à aller chercher des outils puissants. Et j'ai été donc ravi de découvrir la solution qu'Oxand propose, à travers notamment Simeo Patrimoine, Simeo Analytics, puisque j'ai des financiers qui sont très intéressés sur toutes les stats, j'allais dire des grands agrégats dans les secteurs qui sont les nôtres, puisque ça, je n'avais aucune visibilité et aucune capacité à créer des statistiques sur ces questions-là. Et puis, un outil extrêmement important qui répondait d'ailleurs à la stratégie de placer les gardiens au cœur du dispositif en les professionnalisant, c'est Simeo Hubs, qui est un outil de ticketing et de CRM qui nous permet de tracer non seulement les tâches qu'on doit faire, hein, puisque peut-être certains vont être choqués de ce que je vais dire, mais aujourd'hui, on travaillait tout téléphone, tout cahier où on notait les réclamations des locataires, on travaillait au post-it, et la plupart du temps, on oubliait une bonne partie des interventions ou des réclamations locataires, qui du coup appelaient au moins une dizaine de fois pour demander où on était son intervention, et ça finissait sur la boîte mail de écrire au maire, et vous voyez un peu parfois les bandes de billard que ça pouvait faire
avec les conséquences évidemment de écoutez, ça fait 2 mois que j'attends que le plombier passe, et ça va sur la boîte mail du maire directement, ça fait toujours mauvais effet, et ça ne donne pas l'image d'une entreprise qui est très efficace, ou en tout cas qui maîtrise la vision qu'elle a de ses actions. Et en demandant… Oui, je vous écoute, oui. Excusez-moi, Monsieur Cressot, le temps tourne. Pouvez-vous nous dire combien de temps vous avez eu besoin pour démarrer le projet et de quelles données vous disposiez réellement au démarrage du projet avec Auxandre Simeo, et si vous avez la possibilité de passer les slides? Absolument. Voilà, alors effectivement, j'en ai parlé, je vais laisser, voilà, ce sont des choses que j'ai déjà évoquées. Alors, l'état de mes données, et Monsieur Oudu qui est autour de la table avec nous, hein, on attestera, les premiers chargements ont été pour le moins folkloriques. Alors, on verra les premiers états, mais on avait à peu près des trous dans nos données qui étaient de l'ordre de 50% sur nos résidences, qu'il a fallu reconstituer, et on s'est aperçu que, effectivement, si on avait des trous, c'est parce que les dossiers existaient partiellement à l'informatique, partiellement chez le directeur des services techniques, partiellement chez l'ingénieur hygiène sécurité, partiellement chez les techniciens ou leurs assistantes, partiellement sur le service assurance. Et en fait, personne ne possédait l'intégralité d'un dossier qui aurait permis, et surtout pas numérisé, qui aurait permis à Emmanuel Oudu, d'un simple clic, de télécharger nos données, de les importer dans Simeo Patrimoine, pour commencer. Et il a fallu, et si M. Jacquier est autour de nous, je pense qu'il se rappelle des premières réunions, il a fallu pas moins d'une bonne dizaine de réunions de présentation pour lever les résistances qui étaient mieux que la muraille de Chine. Hein. On avait les herses et les piques et les hallebardes droit devant, parce que, à commencer par les informaticiens, on a tellement percuté avec un outil qui apportait une modernité que la plupart de mes collaborateurs ne comprenaient pas à quoi servait Auxandre Patrimoine, Simeo Patrimoine, et une bonne partie avait bien compris que si on rentrait dans ce processus, ils allaient perdre une partie de leur identité professionnelle, ils allaient devoir partager la connaissance qu'ils avaient du patrimoine, le partager avec les autres, et donc ne plus être les détenteurs uniques et monopolistiques d'un certain nombre de connaissances qui signaient, j'allais dire, les limites de leur pouvoir, hein, ou en tout cas toute l'étendue de leur pouvoir, et que toute la difficulté de cet OPH, qui était que chaque fois que vous vouliez un renseignement, il fallait au moins demander quelque chose à 5 personnes, allait se terminer par simplement la mise en place de cet outil. On a fait une dizaine de réunions, on a bien mis 3 à 4 mois à persuader tout le monde du bien fondé. Je me souviens que M. Jacquier est intervenu au moins en direct et lui-même 3 fois, et il a fallu qu'on le présente au moins 2 fois en conseil d'administration pour que l'idée d'Auxandre commence à… On avait semé la graine, avec un peu d'eau, eh bien les racines commençaient à se faire. Mais du service financier au service… Il me semble que vous avez… je vous écoute. Un planning à montrer peut-être. Alors, je n'ai pas entendu votre terme. Il me semble qu'il y a un planning dans les planches à présenter. Comme ça, Absolument, oui. Les participants j'avance, pas de souci. Voilà. Évidemment, voilà, vous le voyez, le déploiement d'Auxandre en octobre 2018, il démarre, passé ces 3-4 mois difficiles de persuasion de toutes les équipes que c'était l'outil qu'il nous fallait. Et je ne vous cache pas qu'on a eu des résistances, des gens qui ont été chercher ce que la concurrence semblait faire. Donc, on a eu des gens qui ont dit oui, mais ça existe ailleurs, ça existe différemment. Et quand on a parlé de mettre les gardiens autour de la table et surtout au centre du dispositif, autant vous dire que le corps des gardiens a subi les critiques les plus importantes de la part de toutes les équipes en disant ils n'en seront pas capables. On ne va pas confier la rédaction de tickets d'intervention technique à des gardiens. Enfin,
Autant vous dire qu'effectivement, lorsqu'on parle de rupture, il s'est agi aussi de parler d'un véritable séisme dans l'entreprise, dans l'équilibre des forces et des pouvoirs que les uns avaient tissés au fil du temps dans leur façon de faire vis-à-vis des autres. Et quand je parle de bureaux donc opaques dont les portes étaient fermées toute la journée, c'était bien de ça dont je parlais, puisque les esprits ressemblaient à peu près aux bureaux dans lesquels ils étaient, et les manières de travailler étaient à l'image de ce bureau, cloisonné et porte fermée. Et donc, déployer un système comme celui-là nécessite une chose, et c'est pour ça que je parlais de ce partenariat, c'est que dans cette rupture managériale et dans cette nouvelle organisation des leaders, et c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai été obligé évidemment de rebâtir des pôles et de renommer des leaders dans les groupes, j'allais dire de travail ou dans les lignes de travail, pour ne pas dire dans les groupes d'influence. Et en ça, j'invite tout le monde à bien examiner son sociogramme, qui est en relation avec qui connaît bien qui est copain avec qui fait quoi avec qui, éventuellement, qui va boire un pot avec un, c'est-à-dire, il y a intérêt lorsqu'on agit d'une rupture comme de cette manière-là, hein, de cette taille-là, à bien savoir aussi qui va pouvoir passer les bons messages et qui va être le relais des messages positifs à l'intérieur de l'entreprise et qui va évidemment qui vont être les freins parce qu'ils vont perdre beaucoup de leur pouvoir qu'ils ont lorsque tout est oral, tout est papier et tout est segmenté, cloisonné. Il a fallu nommer un deuxième informaticien, pour faire simple, hein, pour que le service informatique puisse trouver des ouvertures. Et encore, je parle sous le contrôle d'Emmanuel et de Rémi, même à deux, ça n'a pas été simple, puisque les résistances ont commencé, évidemment, avec notre système d'information, qui, par ailleurs, présentait un besoin d'évolution et de progrès manifeste et qui est en cours aujourd'hui d'un nouveau schéma directeur informatique. Donc, vous voyez, la rupture digitale, elle est aussi sur les systèmes d'information et on a bien évidemment, sous couvert du RGPD, fait un audit de boîte blanche pour pouvoir analyser toutes les failles de sécurité et toutes les failles, j'allais dire, d'efficacité que le SI présentait. Mais vous voyez, octobre 2018, janvier 2019, et on arrive au bout aujourd'hui. On est donc en mars 2020. On arrive au bout du chargement des résidences. On vient de, j'allais dire presque, il ne nous reste plus qu'à polir la carrosserie de Simeo Hubs et de lancer, et c'est dommage parce que cette période, hélas malheureuse et grave qui nous arrive, nous retarde le déploiement du ticket, hein, pour faire simple, de Simeo Hubs. Mais c'est bien une opération, vous le voyez bien, qui met 6 mois à déployer théoriquement et puis effectivement à prendre place dans une structure préparée. Et puis ensuite, un travail d'un an pour, j'allais dire, que chacun s'approprie les nouveaux outils. Voilà, alors je vais passer les slides. Je vous avais prévenu, hein, que j'étais bavard. Je vais passer les slides un peu plus vite pour satisfaire à votre timing et au timing de chacun. Nous avons accompagné, et c'est très important à cette étape, puisque je disais que nous n'avions pas une vraie connaissance ou une connaissance extrêmement partielle ou morcelée de notre patrimoine. Je reviendrai sur les aspects de sécurité réglementaire. Alors, je pense notamment à la VMC gaz et je pense aux trappes de désenfumage, enfin tout ce qui est les éléments liés à la sécurité incendie. Et nous avons demandé plusieurs audits, dont certains au Bureau Veritas. Je crois que son directeur est autour de cette présentation, qui nous ont révélé effectivement, et c'est à la suite des premiers chargements d'Emmanuel, qui nous ont révélé des dysfonctionnements sécuritaires sur les trappes de désenfumage et sur les SSI, et qui ont confirmé que nous n'avions pas de quinquennal sur les VMC gaz depuis au moins 20 ans, et nous étions en danger, pour ne pas dire nous mettions en danger les locataires dont nous rebranchions
systématiquement les chaudières à gaz individuelles en panne sur des VMC qui n'étaient même plus aux normes. Je fais ce petit stop ici pour dire qu'un logiciel comme une solution, je parler de pas un logiciel, mais en tout cas cette solution complète comme Simeo Patrimoine arrive à nous coter un état non seulement matériel et j'allais dire organique d'un élément, que ce soit une porte, que ce soit une poutre, que ce soit un TGBT ou une VMC, mais également nous alerte sur les risques réglementaires que l'on pourrait être amené à prendre ou à faire prendre. Et en l'espèce, je ne rigole pas avec ça, puisque la spécificité du directeur général d'un office public de l'habitat, c'est qu'il est l'ordonnateur. C'est-à-dire que ce n'est pas son président, contrairement au maire, dans une mairie ou un département hein, ou une interco. Ça n'est pas le maire qui est, en l'espèce, président ici, qui emporte la responsabilité pénale. Ici, c'est le directeur général qui, par ailleurs, est ordonnateur en propre. C'est-à-dire que toutes les responsabilités pénales, civiles évidemment, hein, et financières, lui sont dévolues. Autant vous dire que lorsqu'on n'a pas de lisibilité, parce que j'ai eu des cas évidemment d'intoxication aux dioxines, j'ai eu les pompiers qui sont venus, j'ai eu des cas de rupture de lignes de chauffage parce que la VMC mettait en rideau les fonctionnements des chaudières. Et c'est là que le travail de vérification réglementaire qu'on a commencé avec le bureau Veritas va se poursuivre sur tous ces éléments-là pour qu'on puisse charger avec certitude dans le logiciel Simeo Patrimoine la question des éléments réglementaires, des audits et des certifications réglementaires minimum et essentielles qu'on doit pouvoir fournir et surtout leur périodicité. C'est-à-dire que se placera en rouge, pour ceux qui connaissent déjà la cotation du logiciel, je vais peut-être poursuivre là, voilà, se mettent en rouge dans les éléments, dans la criticité des éléments, également les aspects de vérification réglementaire qui n'auraient pas été satisfaits dans les temps qui sont impartis. Par exemple, les vérifications quinquennales des VMC gaz. Autant vous dire que là, on joue avec la santé des gens, que s'il y avait un incendie ou s'il y avait une intoxication, voire un décès, je pense que je ne serais pas là dans l'épisode qui a eu lieu il y a 3 mois, je ne serais pas là à vous parler, ou en tout cas plus aussi léger qu'aujourd'hui sur l'engagement de mes responsabilités pénales, puisqu'effectivement, on a réussi à trouver un autre système qui ne nous raccordait plus à la VMC Gaz, qui fait l'objet aujourd'hui, après la vérification du Bureau Veritas, de la mise aux normes nécessaires. Voilà. Les gains, donc, on pourrait penser que les gains ne sont que financiers. Il n'en est rien. Les gains sont également en termes d'efficacité sur que devons-nous réparer en premier, que devons-nous rénover en premier, quel est l'état de notre patrimoine également par rapport aux règles en question, puisque on devrait aussi voir apparaître dans le logiciel de patrimoine les aspects également d'accessibilité PMR, mais pas seulement, que maintenant la loi Elan nous oblige à remplir pour les nouvelles constructions à hauteur de 10%. C'est-à-dire que les gains vont être surtout sur comment concentrer stratégiquement mes enveloppes d'investissement, certes en les arbitrant sur les gains, sur les urgences bâtimentaires. On verra tout à l'heure un des éléments aussi qui, je dirais, me génère beaucoup de dépenses de réparation. Et je pense que tout le monde a ce problème-là dans le logement social en Ile-de-France, mais pas seulement, c'est que je vous parlais de ces résidences construites avant-guerre. Il faut savoir que les colonnes en fonte qui les équipent aujourd'hui ont au minimum 50 ans et que tout le logement francilien qui date de cette époque, voire même un peu d'après, hein, puisque la résidence qui est derrière moi en briques rouges a été construite par les frères Neumans, d'ailleurs, les architectes qui ont construit le Trocadéro et la mairie de Puteaux, sont des colonnes en fonte qui, depuis 50 ans, n'ont pas été entretenues et qui aujourd'hui sont en train de se fendre, sont complètement bouchées et donc génèrent chez les habitants des fuites, des cassures, voire des engorgements qui, vous l'imaginez bien,
leur occasionne des désagréments qui sont plus qu'importants. Eh bien, aucune visibilité. L'OPH, avant, agissait a posteriori et réparait les tronçons de colonne, tronçon par tronçon. Autant vous dire que ça me revenait cher, le remplacement d'une colonne en fonte. Aujourd'hui, le risque a été identifié et nous avons pu déclencher, avec l'analyse Siméo Patrimoine, une campagne de 3 millions validée par le CA, puisque je le dis, hein, je le répète peut-être, mais extraire des tableaux sur Siméo Patrimoine nous permet aussi d'avoir les outils d'aide à la décision lorsqu'on passe en conseil d'administration et lorsque, évidemment, quand on nous demande de faire du beau, on explique que ce n'est pas la peinture qui importe, hein, ce n'est pas de remettre un coup de polish et faire du brillant qui est intéressant, c'est plutôt effectivement de remplacer les composants essentiels que sont les colonnes d'évacuation, hein, ces fameuses colonnes en fonte dont plus de la moitié de mon patrimoine est équipé, et elles sont toutes à bout de vie ou toutes bouchées, il faut dire les choses comme elles sont, ou bien nos fameuses colonnes électriques qui font l'objet en ce moment d'un transfert avec la dernière loi Elan, hein, mais on est quand même encore en train de gérer des risques de saturation, de surchauffe. Voilà, je vous parle des problèmes techniques concrets. Et ça permet, lorsque vous présentez votre cartographie des risques, particulièrement votre cotation des éléments du squelette, des éléments essentiels et sécuritaires de vos bâtiments, de faire valider des décisions relatives au budget d'investissement premier niveau, j'allais dire niveau d'urgence, plus facilement en CA. Les gains donc sont évidemment des temps de décision qui sont accélérés, des regards sur les vraies structures à changer, les vraies structures à rénover, qui sont évidemment orientés dès lors qu'on a des zones de risque à sortir, et puis une information sur, j'en parlais tout à l'heure, hein, le renouvellement anticipé, même si demain mon chargé d'exploitation, mon directeur des services techniques s'en va, il ne partira pas avec la date du renouvellement de mes fameuses quinquennales de VMC Gaz, et il ne partira pas avec l'idée qu'il fallait refaire la VMC Gaz. Ça restera dans mon logiciel de gestion optimisée du patrimoine et ça me permettra d'anticiper, voire même de partager l'intégralité de cette connaissance, même si elle fait peur, hein, tant qu'on n'est pas sorti de ces zones de risque, ça me permettra de la partager avec tout le monde. Ça permet aussi parfois de dire à son président ou à ses membres du conseil d'administration, non, cette année, on n'aura pas une campagne où on changera selon le confort des gens le modèle du radiateur ou la baignoire en douche, parce que les 2 millions qu'on va consacrer à l'entretien, on va les mettre effectivement sur les VMC gaz et les chaudières qui sont à bout de souffle, ou bien sur les colonnes en fonte, où il faut qu'on dégage par an, et vraisemblablement sur 5 ou 6 ans, 3 à 4 millions d'euros par an. Donc il y a des gains sur une lisibilité, une prévision, une aide à la décision et une information sur sommes-nous dans une zone de risque réglementaire ou ne le sommes-nous pas, c'est-à-dire un engagement de la responsabilité pénale de l'entreprise qui, et aujourd'hui on l'est, hein, je le dis non pas avec une gravité qui ferait que je ne dormirai plus, on a les moyens de pouvoir lever ces choses-là, mais c'est mieux de le savoir et c'est mieux en le sachant, de pouvoir l'engager sur la vue d'un logiciel qui nous le dit. Du coup, Monsieur Cressot, vous considérez que le logiciel Oxent Simeo vous permet en fait d'éviter de faire de la surmaintenance, mais également de réaliser des gains en politique d'achat sur les regroupements des marchés à venir? Absolument. Ça nous permet évidemment aujourd'hui de ne plus traiter. Alors, on avait une tradition, la fameuse tradition des bailleurs. Alors, en général, dans les marchés publics, le bailleur est une entreprise qui n'est pas générale, hein, qui est uni-activité et qui travaille en fonction de la demande, c'est-à-dire de la réclamation, de la réparation à faire. Ce qui nous permet aujourd'hui d'ailleurs de modifier complètement la stratégie de nos marchés publics, puisque d'une part, on va passer avec des entreprises qui seront tout corps d'État, hein, et qui permettront évidemment une réactivité beaucoup plus importante. Et puis, on va pouvoir, à travers, je dirais, le logiciel, agréger dans les mains d'une même entreprise plusieurs problématiques. Alors, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la rénovation énergétique des bâtiments.
puisque c'est aussi un des aspects sur lequel on espère aller un peu plus loin. Alors là, je parle du futur, hein. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a un travail. Quand je vous parlais du changement de modèle économique de l'OPH, vous avez compris que nous allons progressivement réaugmenter les loyers et les réaugmenter à chaque départ. Parce que je ne vous ai pas parlé de la moyenne nationale des loyers, mais la moyenne du loyer conventionné est plutôt entre 10 et 12 euros, quand la moyenne du loyer non conventionné, dans le logement social toujours, se situe au minimum à 16, voire à 18 euros. Vous voyez qu'on en est très loin. Il va falloir donc qu'on réaugmente progressivement les loyers à chaque mutation, c'est-à-dire à chaque nouvel entrant. J'en ai à peu près 250 par an, donc j'ai 250 libérations par an. Sur ces 250 par an, je vais appliquer la moitié du trajet. Je ne vais pas pouvoir appliquer tout le trajet. Donc je vais augmenter mes loyers pour retrouver la moyenne nationale en 2 étapes, c'est-à-dire en 2 changements. Alors ça va être long, mais pour que je puisse augmenter ces loyers sans mettre en risque le reste à vivre, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de mes locataires, j'ai un travail extrêmement important et dans lequel, là, pour le coup, Siméo Patrimoine rentre complètement dans ces outils de prédiction et d'état de mes résidences, c'est celui de travailler sur les charges. Et vous le verrez à travers les diagnostics, notamment des vieilles résidences, c'est rien de dire que j'ai des passoires énergétiques au sens de la loi transition énergétique, hein, c'est-à-dire en plus susceptibles d'être pénalisés en la matière, mais j'ai des problèmes de passoires énergétiques sur le chauffage, j'ai quasiment pas de toiture isolée, j'ai pas de plancher bas ni de calorifugage des réseaux d'eau chaude, et j'ai quasiment pas de VMC dans ces résidences qui datent d'avant-guerre. Autant vous dire que les problèmes d'humidité et de pourrissement, en tout cas de moisissure, sont une réalité. Et tout ça se cote dans une qualité des éléments, alors là pour le coup, appartement ou résidence, que l'on peut retrouver à travers Siméo Patrimoine, dès lors que là aussi, hein, et j'insiste sur le côté très partenaire et très humain, très interactif entre le propriétaire et, enfin en tout cas le commanditaire et son partenaire, c'est que ça n'est pas au partenaire de décider de la cotation des éléments. C'est bien une analyse et un diagnostic partagé. C'est ce que nous faisons avec Emmanuel Oudou tous les jours. Et c'est bien la connaissance fine de son patrimoine qui, plutôt que de trouver une cotation moyenne sur les éléments de risque ou de confort ou d'opportunité, nous fait dégrader la cotation d'un élément patrimonial pour qu'effectivement cet élément-là apparaisse plus en urgence à rénover qu'il ne le serait si on calculait une moyenne normale de vieillissement de cet élément-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on y reviendra tout à l'heure, mais il est très important de participer à la cotation avec les équipes d'Oxand, hein, de son patrimoine, pour d'une part en avoir vérifier qu'on a bien une bonne connaissance fine de nos problématiques, de les retransmettre aux équipes, donc à Emmanuel Audu, donc aux équipes de Siméo, pour que ça se retraduise correctement dans les tableaux de bord ou les cotations des éléments qu'on va faire apparaître dans la gestion notamment de Siméo Patrimoine. Je voulais juste, ce slide vous montre la concentration dans ce milieu urbain sur mes 200 hectares. Et vous voyez d'ailleurs le périphérique se dessiner autour du… Alors vous avez le tour de la Défense, hein, vous voyez cette OIN qui se dessine en forme de poire sur le haut. Donc vous avez à cheval, vous avez Bellini qui est vraiment sur le pont de Neuilly, et vous avez les Arcades qui est à cheval sur la Défense, et vous en avez une troisième qui n'apparaît pas là parce que elle est un peu plus haut, qui s'appelle Platane, et qui elle est carrément sur la dalle, dont vous voyez, la dalle est dans la prolongation du pont de Neuilly. Elle est un peu plus haute, mais elle est carrément sur la dalle. Pour le reste, regardez la concentration. Lorsque vous lisez Ancien Château ou les fameuses bergères dont je vous parlais, la photo qui est derrière moi est prise depuis la résidence sur le rond-point qui s'appelle les Bergères. Et vous avez de part et d'autre Marcelin Berthelot, les Rosiers, Moissan, Lorieux, etc., etc. Et donc là, ce sont évidemment, pour vous montrer que la concentration dans ce milieu très urbain des résidences a une spécificité aussi assez particulière. Hein. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques minutes Simeo Hubs, qui est votre système de ticketing rapprochant les locataires des gardiens et des gardiens à l'OHP? Absolument. Je vais juste compléter sur le slide que je viens d'afficher, puisqu'il résume simplement que le chargement des données et leur cotation vous montre là, par rapport aux risques encourus et aux projections de levée des risques, la possibilité effectivement de rationaliser des débats autour de faut-il faire quel investissement à faire, et puis donc d'aider à la décision, un conseil d'administration de disposer de plus ou moins de moyens, puisque on parle quand même d'emprunt hein, lorsqu'il s'agit de rénovation, et évidemment que là, on vient de lever un emprunt de 13,8 millions. Il a fallu le justifier, il a fallu persuader les élus qu'on pouvait non seulement lever un emprunt, mais à quoi allait-il servir et à quoi il allait évidemment être destiné prioritairement. Et puis, je reviens sur un autre terme que nous n'avons pas employé, c'est que Simeo Patrimoine notamment permet pour tout le logement social qui est, je dirais, contraint à fournir une CUS et un PSP, une convention d'utilité sociale et un plan stratégique du patrimoine que nous devons déposer sur le bureau du préfet, alors avec plus ou moins un an de décalage maintenant, et puis peut-être quelques mois de plus, puisque le milieu du logement social vient de voir toutes ses obligations décalées, non pas s'inédier, mais dans des mois à venir. Hein, le ministre du Logement a notamment décalé tous les calculs de la CG2LS, toutes les enquêtes nationales qu'on devait faire, et le dépôt de la fameuse CUS. Et cette CUS doit être alors la CUS, ce sont des objectifs hein, en termes de qualité de logement, de pourcentage de construction, de pourcentage de public prioritaire et évidemment de gestion de patrimoine, en tout cas qui doivent être affichés avec des taux d'objectifs discutés avec le préfet selon ses propres directives. Il doit être associé à un PSP. Et l'intérêt d'Oxfam Patrimoine, c'est, alors avec un clic, c'est facile à dire, mais c'est l'image que je prends, en instant T, lorsque vous injectez vos réparations, vos rénovations, de pouvoir actualiser en un instant T votre PSP. Alors le PSP, évidemment, c'est pour ça qu'on le qualifie de PSP dynamique à travers Oxfam Patrimoine, c'est qu'il est actualisable dans la seconde. Si je l'affichais là et si on allait le chercher, si j'ai fait 10 000 euros de réparation ou j'ai mis 100 000 euros dans 2 colonnes avant-hier ou le mois dernier, eh bien évidemment que la partie du PSP liée aux colonnes d'eau viendrait être diminuée du montant immédiatement, du montant. Donc on actualise son PSP, et puis surtout c'est qu'il s'actualise aussi, j'allais dire tout seul, en fonction des fameuses lois de vieillissement que contient Oxfam Patrimoine, et qui dégrade aussi automatiquement la vie d'un élément. Prenons par exemple un bloc secours ou un moteur VMC, pour revenir à ça, dont on sait que la durée de vie sans entretien va être de 10 ans, avec entretien va être un peu plus. Et du coup, les éléments en rouge, en orange, puis en jaune, vont progressivement s'augmenter tant qu'on n'y fait rien. Et ça veut dire que ce PSP qui se génère avec évidemment les grands axes de rénovation ils se croisent hein, avec les grands axes de rénovation qu'on a décidé. Nous, on a un plan à 10 ans hein, de rénovation, notamment énergétique, on y reviendra, eh bien, s'actualise en fonction aussi du vieillissement des éléments qui constituent les résidences, et particulièrement les résidences les plus anciennes. Ce qui fait qu'on peut répondre à nos obligations, là aussi réglementaires, de ce PSP, sans forcément refaire une analyse tous les 7 ans. Hein, c'était la durée de vie d'un PSP précédemment. Et on peut donc disposer d'un PSP actualisé plusieurs fois par an, y compris à transmettre au préfet pour actualiser notre CUS s'il le fallait, ou lui signaler que nous avons changé d'orientation stratégique sur notre PSP pour les raisons que Simeo Patrimoine nous justifiera. Voilà, alors évidemment, vous me posez la question de Simeo Hubs. Simeo Hubs, c'est l'idée que ces fameux coups de téléphone, ces fameux post-it, ces fameuses lettres ou ces fameux mails au maire des réclamations locataires devaient trouver une résolution d'abord immédiate avec une traçabilité et une numérotation. Là, on est dans un outil de ticketing classique, hein,
que les informaticiens connaissent bien, que chacun connaît quand il reçoit du public, enfin une traçabilité avec un numéro, horodaté, etc. Et puis avec quelques statistiques de l'activité pour laquelle il est venu se présenter dans un service ou un autre. Là, on est allé très loin, puisque ma problématique était une perte de mémoire parce que je n'inscrivais pas, je n'avais pas je dirais de frise chronologique pour constituer un ticket, valider un ticket, informer mon locataire qui manque d'informations que son ticket est bien pris en sa réclamation sur, par exemple, alors le robinet qui fuit, c'est un mauvais exemple puisque on a décidé qu'on le traitait parfois lorsqu'il était urgent en dehors du ticket qu'on créait après, mais sur, par exemple, son volet coincé. Mon locataire a un volet qui est resté coincé à moitié, c'est embêtant. Avant, il pouvait nous appeler, nous envoyer une lettre, il pouvait se déplacer. Ça aussi, la volonté de créer un ticket, c'est pour diminuer de moitié les visites. On a déjà l'expérience d'ailleurs avec un autre portail famille dans le hall de l'hôtel de ville. On subissait les mêmes je dirais, exagérations, ou en tout cas survisites. Quand vous n'avez pas d'outils fiables, eh bien, les gens viennent vous voir avec une logique de démarche dans un guichet. À titre d'exemple, avant qu'on ne crée ce fameux portail famille en mairie, dont j'étais le chargé de projet déjà à l'époque, d'où l'idée de poursuivre avec cet outil-là que j'ai souhaité voir créer, pas quasiment de toutes pièces, mais personnalisé fortement par Oxand. On avait 14 000 visites en mairie par mois dans le hall de l'hôtel de ville. Dès lors qu'on a créé le logiciel où on peut commander à distance, où on peut créer un ticket soi-même, puisque l'idée c'est que l'année prochaine ou dans 2 ans, le locataire soit capable de lui-même de générer son ticket sur son portail locataire. Ça ne veut pas dire que parce qu'il l'a créé, on va faire l'intervention, parce qu'il restera un technicien et un superviseur qui diront oui ou non, le ticket est bien rempli et l'intervention se nécessite. Parce qu'on va aussi introduire, et c'est l'idée du ticket, ce qui va relever de l'obligation du propriétaire, de ce qui va relever des travaux à la charge du locataire. Eh bien, pour revenir aux 14 000 visites, moi, dans le hall de l'hôtel de ville, dès lors qu'on a mis ce portail famille avec les services en ligne automatisés, donc en ligne, eh bien, ça s'est diminué par 2. C'est-à-dire qu'à peu près la moitié du personnel qui était consacré à l'accueil des 14 000 demandeurs de services en mairie qui se déplaçaient physiquement, la moitié de ce personnel dédié a pu être redéployé dans les services et la stratégie, comme je vous le disais, est à peu près la même en créant ce ticket. Alors, elle se complète d'autres vertus qu'on souhaiterait poursuivre, d'autres axes stratégiques vertueux qu'on souhaiterait voir se réaliser. D'abord, c'est redonner aux gardiens tous les moyens de gérer une relation locataire d'une haute qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les gardiens n'étaient équipés ni de tablettes, ni d'ordinateurs, et grosso modo, même pas des clés pour les états des lieux, et donc grosso modo gardaient. C'est le fruit d'une histoire où petit à petit, à travers des exagérations et puis peut-être une perte de savoir-faire ou de savoir-être, on a enlevé depuis 10 ans aux gardiens les fonctions principales d'un gardien. Depuis 4 ans, j'ai inversé le mouvement et je leur redonne les moyens d'accueillir les entreprises, les moyens de nous faire des mails, les moyens d'avoir une relation directe avec les locataires. Et ce ticket, ce sera effectivement tout d'abord aux gardiens de créer ce ticket qui relève d'une réclamation locataire. Alors, on a souhaité évidemment que ce ticket puisse se créer en moins d'1 minute 30, en 7 clics seulement, et j'allais dire derrière, être capable d'être doté de 2 outils forts. C'est d'abord d'une frise chronologique en 7 ou 8 étapes, et à au moins 3 de ces étapes, être capable de générer un bon de commande automatique auprès d'un fournisseur et, j'allais dire, ce fournisseur pouvant se connecter au ticket pour fixer le rendez-vous avec le locataire et dans 3 étapes, être capable d'envoyer un mail ou un SMS au locataire pour lui dire,
votre réparation, votre demande de réparation a bien été prise en compte, elle est validée. Et s'agissant d'une intervention de catégorie 3, nous vous assurons que dans les 15 jours qui viennent, donc on donne des temps aussi, c'est pour ça que la fuite d'eau, elle sera faite immédiatement, puisque les fuites d'eau vont entraîner je dirais des enjeux plus sensibles, plus importants. Mais en tout cas, pour tout ce qui ne relève pas de sécurité ou de réparation immédiate, on va aller d'une intervention en 48 heures, 3 jours, à une intervention en un mois pour la catégorie 4 où, j'allais dire, ce sont des travaux qui sont plus des travaux d'amélioration. Par exemple, le changement d'une douche en baignoire ou d'une baignoire en douche, pour faire simple, où là, il n'y a pas d'urgence et où, une fois que c'est accordé, on peut prendre son temps pour le faire. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir, à travers cette frise chronologique, que le locataire pourra suivre à travers son compte locataire, c'est d'avoir à 3 étapes principales de quoi commander directement à l'entreprise, informer le locataire directement, ça va nous déboucher les tuyaux du standard et les tuyaux de la boîte mail de Madame le maire. Je souris en disant ça, mais c'est un des objectifs pour faire en sorte donc qu'on n'oublie pas le locataire, pour ne pas qu'il aille encombrer les différents standards mairie, OPH ou les boîtes mail, écrire au maire, écrire au président, écrire, enfin tout ça, tout ce qu'on peut connaître de relations directes aux citoyens. Hein. Et puis, lorsque l'entreprise va lui fixer un rendez-vous, il sera prévenu 24 heures avant que l'entreprise arrive bien le lendemain. Et le gardien lui-même aura la copie de cette information dans le déroulé de l'étape de la frise chronologique. Et puis d'ailleurs, ce ticket, à la fin, il est même doté d'un quitus, c'est-à-dire d'une enquête satisfaction, qui nous permettra de résoudre le ticket, c'est-à-dire de le classer comme étant fait en fonction de l'appréciation que donnera d'une part le locataire et d'autre part le gardien, qui donc validera l'exécution du travail par l'entreprise, qui va déclencher autre chose, c'est-à-dire que lorsque la facture de l'entreprise arrivera, soit le ticket a délivré le quitus et auquel cas la facture est traitée, soit le gardien le ticket n'a pas délivré son quitus et la facture ne sera pas traitée. Elle sera renvoyée à l'entreprise avec l'idée qu'il y a donc la génération d'un deuxième ticket de réparation du premier ticket qui sera renvoyé à l'entreprise pour qu'elle revienne. Et merci, Monsieur Cressot, voilà. Merci pour toutes ces informations. Oui. Si les participants ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chatter. Si vous aviez, Monsieur Cressot, 3 mots pour définir les solutions au sein de, ce seraient lesquels? Alors, vous me prenez un peu au dépourvu. En tout cas, c'est évidemment une grande visibilité. Alors, connaissance et visibilité, hein, c'est, vous l'avez compris, en ce qui me concerne, un point essentiel. Une grande visibilité, une grande connaissance partagée. Donc, ce serait un premier concept, à défaut d'être un mot. Ensuite, évidemment, et vous l'avez mis dans votre titre qu'on a choisi ensemble, mais vous l'avez bien affirmé dans la rédaction du titre, c'est que l'anticipation de ce qui va dysfonctionner nous permet de ne pas toujours subir et d'être a posteriori des dégâts, c'est-à-dire que les réparations coûtent toujours plus cher que les interventions, j'allais dire, curatives. Hein, mieux vaut être avant la panne qu'être après la panne, ça coûte toujours plus cher. Et puis enfin, pour ceux qui en auraient besoin, c'est un outil de liaison entre tous les métiers d'une entreprise qui vont, pour certains, trouver beaucoup de valorisation à avoir un outil comme ça et à s'en emparer. Pour les gardiens, par exemple, ils vont trouver un sens complètement nouveau à leur action et vont, du coup, détenir un pouvoir un peu plus important. Pour les techniciens, c'est une facilité de vision de tout ce qu'ils ont à faire. Donc, une efficacité et quelque part un blason un peu redoré. Et puis, pour toute l'entreprise, c'est un vrai sujet de débat, un vrai sujet de partage et de discussion qui, du coup, cimente mon troisième axe, qui était de créer une valeur dans l'entreprise. Donc, ça paraît très loin hein, d'un simple outil où, comme je vous le disais, on irait chercher un logiciel de compta sur un rayon d'un supermarché. On en est très loin parce que les enjeux qu'on peut faire et que propose en tout cas
Simeo, les solutions Simeo, parce que j'ai choisi de les aligner les trois dans la révolution digitale que j'essaye d'implanter dans l'entreprise, que je mets en route, ça permet aussi d'avoir une rupture managériale et des sujets à partager qui sont des sujets transversaux et de fond. Voilà. Monsieur Cressot, une question de Monsieur Martin de Partenaire Nord Habitat. Les diagnostics réglementaires amiante, plomb et autres au besoin sont-ils rentrés dans Simeo? Alors aujourd'hui, non, mais effectivement, vous avez raison, nous avions discuté sur le fait que il faudrait que nous puissions modéliser, parce que aujourd'hui, nous ne faisons des diagnostics réglementaires que lorsque nous avons des travaux, notamment de remise en état des logements. Et nous n'avons pas agrégé encore ces résultats, et nous imaginons d'ailleurs, pour faire un peu comme d'autres grands bailleurs privés, hein, des ESH notamment, nous avons imaginé faire des campagnes de prélèvement, c'est-à-dire de diagnostic amiante par cage d'escalier, pour que dans Simeo, on puisse se dire, là, il y a de l'amiante, là, il n'y en a pas, et ça, à l'échelle de la résidence. Mais ça fait partie des choses qu'il faut qu'on charge, ça fait partie des choses, évidemment, qu'on a mis dans le cahier des charges de Simeo Patrimoine. À un moment donné, le logiciel doit nous remonter l'idée qu'il y a des chances qu'il y ait de l'amiante, ou il n'y a pas d'amiante dans cette résidence-là, et ça nous permet ensuite de pouvoir répondre par cage d'escalier aux obligations qui sont les nôtres lorsqu'on a des travaux destructifs notamment. Très bien, merci. Une dernière question. Quels sont les facteurs de réussite du projet de l'adoption de la solution par les utilisateurs? Alors, d'abord, comme je vous le disais, une simplicité d'utilisation. Et autant, ça a été notre axe de construction sur Hubs, c'est-à-dire l'outil de ticketing, autant on a souhaité aussi qu'il le soit également sur Patrimoine. Alors, Analytics est destiné déjà plus à des financiers, à un contrôleur de gestion, à la commande publique. Donc, on a là affaire déjà à des gens qui vont croiser Simeo Analytics avec leurs propres outils financiers. Donc là, l'outil est un peu plus, j'allais dire, technique. Autant une des clés de réussite, c'est que ce soit extrêmement lisible et que vous en fassiez un outil. Il propose beaucoup de schémas et de lectures ergonomiques avec des choses agrégées qui nous donnent des tendances, mais sous ces choses agrégées, on peut descendre dans le détail en fonction. Mais il est extrêmement important que l'outil soit, simple d'utilisation. Après tout, l'outil, le paramétrage, le chargement, la fiabilisation des données, ça appartient donc là pour le coup à l'équipe dirigeante, les sachants techniques et dirigeants du commanditaire, mais également aux spécialistes comme Emmanuel d'Oxand. Mais pour que les utilisateurs adhèrent, il faut que l'outil soit extrêmement simple de manipulation, simple de lecture, et j'allais dire présente des aspects je dirais, de niveau technique de plus en plus fin, pour qu'un technicien puisse aller regarder si c'est la colonne A ou la colonne B électrique, pour qu'il ait une vraie vision et qu'il puisse se dire, ah oui, celle-là j'ai vu dans le TGBT, ça sortait pas bien et on avait des surtensions. Voilà, donc simplicité de lecture et d'utilisation. Et pour le ticketing, autant vous dire que 7 clics, donc tout est préchargé, hein. Il n'y a rien à rentrer pour éviter les erreurs de saisie. Et les menus déroulants, il y a quand même plus de 500 pannes qui ont été, 500 interventions qui ont été référencées. Tout se déroule, tout se choisit par un menu déroulant. On ne peut pas saisir de travers la raison du ticket ou l'intervention ou la panne. Et là aussi, pour des gardiens dont les miens ont l'âge que je vous ai cité, et sans doute, je dirais, un niveau scolaire qui n'est pas, je dirais, très haut, il a fallu penser des choses simples, très ergonomiques et facilement utilisables. Et là, non seulement ils adhèrent, mais en plus, c'est eux qui en sont les meilleurs VRP. Très bien. Et toute dernière question de Monsieur Deveau d'Ariane Group. Peut-on dire que Oxand Simeo joue partiellement le rôle de GMAO pour l'OHP?
Une Alors, GMA pas complète était. partiellement. Alors, vous avez compris que j'ai le sens de la formule parfois, même si la formule est longue, je vous l'accorde, mais dans mon entreprise et auprès du CA, je qualifie Simeo Patrimoine de GMAO. De toute façon, elle remplit ce rôle dès lors que mon ERP, qui est un logiciel que peut-être certains participants connaissent, qui est ImoWare de chez Aaron, mais qui est le ImoWare qui est très peu développé aujourd'hui puisque c'est la version publique. Et Aaron a stoppé depuis de nombreuses années le développement de certaines applications ou le débugage de certaines choses, et donc du coup ne remplit pas du tout, si ce n'est même mal parfois, son rôle d'aide à la GMAO, des GMAO d'ailleurs, puisqu'ImoWare n'est pas tout à fait un outil seulement de GMAO. Et du coup, c'est effectivement Simeo Patrimoine qui joue ce rôle de GMAO et qui intègre, et Hubs le fera directement, toutes les réparations dans le patrimoine, à tel point même que on envisage avec Analytics que nos fiches patrimoine dans la comptabilité, alors publique aujourd'hui, privée demain, soit en fait étayées, et ça pour les IMO, donc vous voyez un peu les applications, soit étayées par les fiches techniques d'intervention extraites de Simeo Patrimoine. Merci beaucoup, Monsieur Cressot. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'ai noté l'ensemble de vos questions et je vous enverrai à tout à chacun la présentation de Monsieur Cressot ainsi que la vidéo enregistrée. Et nous vous recontacterons au cas où vos questions n'ont pas été répondues. Merci, Monsieur. Je Merci, voulais préciser Emmanuel, pour ton simplement que s'il support. y avait besoin, effectivement, je peux répondre. Alors, Clara, ou ça passe par vous, ou enfin, peut-être que ça passe par vous, et puis vous m'envoyez un mail et j'apporterai les réponses nécessaires. Éventuellement, s'il y a besoin d'explications, je peux aussi le faire par téléphone, si besoin. Et puis, bien évidemment, et ça n'est pas le moment en ce moment, mais si certains voulaient voir le fonctionnement sur place à travers des résidences concrètement, et une démo qu'on peut imaginer sur une demi-journée ou 2 heures ici à Puteaux, ce sera avec plaisir que j'accueillerai les uns et les autres. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous répondrai, quelles que soient vos questions. Un très grand merci. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup et prenez soin de vous.